Les seuls chiffres réels de l'épidémie auxquels je crois, c'est sur la première vague, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de tests PCR. Ils étaient réservés aux hôpitaux pour confirmer des cas. Ils avaient été diagnostiqués par des médecins. Cliniquement, c'est quand on perd le goût, l'odorat, c'est pas la grippe. La grippe, ça fait presque jamais perdre le goût et l'odorat, donc c'était forcément le Covid. Si en plus il y avait des images au scanner qui étaient particulières, on pouvait être sûr déjà à 99% que c'était le Covid. Alors, si en plus le test PCR était positif, on était content. Quoi qu'il ne faut pas prendre malade, pour le diagnostic. Après ça, quand la première vague s'est éteinte, qui était la seule réelle vraie vague après les vaguelettes, qui malheureusement fait des morts. Mais ils ont fait des morts parce qu'on a interdit les traitements. La responsabilité des morts, c'est des gouvernants. Après, pour continuer à entretenir la peur, il fallait maintenir les gens dans la peur jusqu'à ce que ces soi-disant produits après vaccins viennent sur le marché. Ça a pris longtemps, ça a pris 1 an et demi. Il fallait maintenir les gens sous tension, sous pression, et leur faire croire qu'il y avait des vagues gigantesques qui allaient arriver tous les 2 mois. Alors on nous a fait la vague espagnole à l'été 2020 qui allait déferler sur l'Europe. Il y avait la vague de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, des États-Unis, même en France, on a eu la vague alsacienne, la vague bretonne, la vague. Et puis en fait, à chaque fois, le virus est de moins en moins virulent. Donc aujourd'hui, les Covid, c'est des grippettes, c'est des rhumes, c'est des bronchites. Hein. Il y a encore quelques formes sévères, mais comme il y a avec la grippe ou le virus respiratoire, malheureusement, des gens très fragiles, très âgés. Il y a des gens qui sont en train de regarder le live et ils disent qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Ah ben là, je parle fort déjà, il faut régler vos sons. Le régler les sons. Je ne peux pas crier, ou alors il faut mettre le micro plus près. Mais... Ouais, moi je peux faire ça. Alors avoir un micro-cravate, c'est pas... On est indépendant, hein, on n'a pas 3 milliards. Est-ce que si je peux rebondir là-dessus? Juste pour finir là-dessus, si on m'entend, j'espère que vous m'entendez, je parle fort. La PCR, la façon de la manipuler, de faire trop de cyclification aussi, parce que normalement on doit pas amplifier au-delà de 30 cycles. On a amplifié jusqu'à 45 cycles, c'était volontaire, c'était pour créer des faux positifs. Et donc on a créé des épidémies de tests positifs qui n'étaient pas des épidémies de malades. Et ça permet aussi de dire que les gens étaient morts du Covid alors qu'ils étaient morts de tout à fait autre chose. Puisque si quelqu'un était à l'hôpital pour mourir d'un problème cardiaque, d'un cancer, le test Covid était souvent positif puisqu'il était calibré pour être souvent positif. Et automatiquement, la personne, soi-disant, mourait du Covid et ça permettait de continuer à faire peur aux gens et d'entretenir une soi-disant super pandémie très mortelle. Mais le chiffre de mortalité aujourd'hui est très très faible. J'avais vu qu'en France, l'été dernier, on était à 0,002% de mortalité. C'est le cas de n'importe quel virus. Alors, malheureusement, je rends hommage aux morts à leurs familles parce qu'il y a eu des victimes dans le monde entier, surtout la première vague. Et voilà, donc c'était spécial, c'était complètement bidonné. Est-ce que je peux vous poser la question à propos de ces tests PCR? Les données récoltées pour les petits cotons-tiges sont utilisées? Elles sont stockées, gardées? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des banques de... Non, mais les données, ce sont des banques de données que je ne contrôle pas, je ne sais pas. C'est le drame, c'est un prétexte. Moi j'ai lu qu'en fait, ils créaient, ils récoltaient et ils faisaient des banques de données d'ADN en Afrique, au Kenya, en partenariat avec l'université de Leicester. Donc ils récupèrent les données et ils font des banques d'ADN. Oui, vous avez l'impression de prendre l'ADN des gens. Oui, c'est ça pour référencer l'ADN des gens. Il y a un laboratoire chinois dans lequel Bill Gates est associé qui est aux États-Unis. C'est possible, je n'ai pas suivi. Je sais qu'il y a un célèbre homme politique français qui a refusé le test. Macron, quand il est parti en Chine. Macron, c'est qui? C'est celui qui a envie de très emmerder les Français. C'est Ah votre oui, je m'en président. souviens. Je l'ai vu une fois de la télé. Voilà. Ok, alors si j'essaie de rebondir là-dessus, dans la dédicace que vous avez fait sur le livre de J.R. Kennedy, vous indiquez à un moment donné que vous aviez fait le constat des sommes faramineuses qui avaient été versées par Big Pharma pour faire de la désinformation scientifique et que celle-ci remontait à plusieurs décennies. Vous indiquez que sur la maladie de Lyme, il y avait énormément de raisons militaires, politiques et d'énormes conflits d'intérêts et qu'on était aujourd'hui dans une gigantesque manipulation mondiale.
On a vu avec le H1N1 qu'il y avait eu un rapport avec, au Sénat. Ma question est la suivante, c'est faisant le constat de ça depuis des dizaines d'années, est-ce qu'il y a des choses qui ont essayé d'être mises en place ou est-ce qu'on regarde ça se passer sans que personne ne fasse rien? Je pense qu'il faudrait faire un grand ménage. Je ne sais pas le pouvoir. Oui, non, mais... que ces gens-là seront protégés par les milliardaires et les politiques et les milliardaires. C'est la Richette pour se protéger, on peut faire pas grand-chose. Le peuple est quand même plus nombreux que cette poignée de milliardaires et si tout le monde agit non, va dans la rue, de façon pacifique, je pense qu'ils ne pourront pas aller très loin. Gandhi l'a gagné de façon totalement pacifique en disant non et les gens n'osaient pas dire non de façon groupée, les paroles dans les écoles pour les masques, pour la vaccination, parce qu'ils avaient un doute. Tous les jours à la télé, il y a un très dangereux qui va tout tuer, vos enfants vont tuer leurs grands-parents. Et journal de 20h après journal de 20h, ça avait fini par pénétrer le cerveau des gens. Et ils pensaient que c'était la réalité. Et en fait, c'était des informations qui avaient été fabriquées de toutes pièces, très bien orchestrées. Donc, et si vraiment les gens maintenant s'éveillent, et je vois que de plus en plus les gens s'éveillent, il suffit de dire non, et tous ces gens-là, on les jette. Mais tous les scientifiques qui sont là-dedans quand même, qui voient ça depuis des décennies, c'est plus facile pour eux de le voir parce qu'ils sont dans le domaine. Et non, parce que les scientifiques, ils sont partie du système. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus. Moi, je connais les scientifiques très très bien qui suivent le gouvernement. Parce que s'ils sortent du système, ils n'ont plus d'incentive pour faire leur recherche. Un chercheur, c'est difficile d'avoir des grosses sommes d'argent, la recherche est de plus en plus chère. Et si vous êtes opposant au système, immédiatement vous êtes blacklisté, votre laboratoire peut quasiment fermer, vous êtes sûr qu'aucun projet de recherche sera financé ou même sera publié dans les grands journaux. Donc ils sont obligés. Moi j'en connais, je ne citerai pas de nom, qui sont mal à l'aise parce qu'ils ont entendu parler, mais ils sont plus jeunes que moi, ils ont leur carrière à faire. Et ils disent, si je sors des murs, je suis foutu, ma carrière est terminée. Et on n'hésite pas à les menacer quelquefois. Donc en fait, c'est au peuple de reprendre le pouvoir là-dessus finalement, c'est pas du tout aux scientifiques, c'est ça? Moi, ça m'embête un peu parce que je suis de Luxembourg, demain pour rentrer à Paris, j'aurai pas de train. Il y a la grève nationale, mais moi d'habitude j'aime pas trop les grèves, mais là je suis content de voir qu'enfin le peuple français se réveille. Moi j'aime pas non plus la pagaille dans le pays, mais là on est tellement opprimé, on n'a plus aucun droit civique, la démocratie est bafouée, le Parlement c'est des pantins qui suivent un petit poignet de gens, il n'y a rien de décidé. En France, on a ce qu'on appelle le 49.3, donc c'est un système pour le gouvernement peut imposer des lois sans passer par le vote du Parlement. Alors, avant, c'était utilisé une fois de temps en temps, maintenant, c'est à l'appel. Donc voilà, si le peuple se réveille, c'est impératif. Et moi, je pense de toute façon, les gens, il y a eu on voit les milliers de boulangers qui ferment la porte, le coût de l'énergie, les petites et moyennes entreprises qui crèvent, tous les gens qui ont perdu leur boulot, l'essence, le prix de l'énergie, de l'essence, du chauffage, plus l'inflation. Là, les gens craquent. Les gens qui ont un certain revenu, leur revenu va être un peu entamé, mais ils arriveront à survivre. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se chauffer, alors qu'ils avaient une situation qui était à peu près correcte. Donc tout ça, ça va exploser. Il ne faut pas oublier que Macron, il a quand même... Oui, c'est Macron. Hein. Non, mais merci. Il a commandé 90 chars d'assaut pour les villes, des camions anti-émeutes qu'il a donné à la gendarmerie. Tout moderne, équipé, pour avoir tout ce qu'il faut, des mitrailleuses, des gaz lacrymogènes, etc. Donc on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, ils sont très inquiets, je pense qu'ils sont en panique, parce que les scandales pètent, c'est pas qu'en France, comme ça pète de partout, tous les procès, tout ce qui est révélé aux États-Unis, la mortalité qui est en train d'exploser, on voit maintenant que depuis le début des campagnes pas vaccinales, d'inoculation, 20% d'augmentation de mortalité dans tous les pays qui ont inoculé. Ça a commencé au Portugal. Alors, le gouvernement portugais l'avait reconnu cet été, et des journalistes, des politiciens leur ont demandé mais d'où ça vient. Ah ben on ne sait pas, on n'a pas les moyens de savoir d'où ça vient. Bon, Israël, la France, maintenant la Grande-Bretagne, partout. Alors en France,
j'étais étonné, mais ça m'a fait plaisir, il y a très peu de temps, il y a 1 ou 2 semaines, Le Parisien, qui est un journal qui d'habitude suit le gouvernement, le petit doigt sur la couture du pantalon, a reconnu, ah ben oui, il y a 20% d'augmentation de mortalité en France, mais oh là là, on ne sait pas d'où ça vient. Il y en a qui disent, c'est le réchauffement climatique, c'est le stress de la guerre en Ukraine. Il y a même j'ai vu une publication scientifique dans un journal international à comité de lecture qui a dit s'il y a beaucoup d'augmentation d'effets secondaires des inoculations, parce que je n'irai pas le vaccin, c'est parce que c'est à cause des anti-vax, qui génèrent un stress dans la communication sur les médias alternatifs et que les gens, en ayant peur, font les effets secondaires au vaccin. Alors on se fout vraiment de notre gueule. C'est-à-dire qu'on essaie de cacher qu'il y a 20% d'augmentation de mortalité dans tous les pays pour inoculer la cible. C'est énorme. Je ne parle pas de la baisse de fertilité, l'augmentation énorme des cancers, l'augmentation énorme des accidents cardiaques chez les jeunes. On voit les sportifs qui tombent comme des mouches sur le terrain de foot en courant. Genre, c'est une coïncidence. Vous savez, il y a une vidéo qui circule, j'adore, c'est j'ai une coïncidence. Non, moi, je crois toujours à la coïncidence entre certains événements cliniques, des symptômes qu'on peut ressentir, et la prise d'un médicament ou d'un vaccin classique. Parce que quand on donne un produit vaccin ou autre à des millions de gens, il y a toujours des gens qui ont quelque chose qui n'a pas de rapport, mais si c'est soutenu par la vaccination, on peut être convaincu que c'est bien ça. Il y a des études statistiques énormes qui ont démontré ça. Mais là, c'est plus de la coïncidence. Vous savez, il y a des gens qui ont comparé le taux d'effets secondaires graves avec ces inoculations Covid. C'est un pic énorme sur 1 an et demi, quoi. Même pas 2 ans. C'est bien plus élevé que tous les effets secondaires avec tous les vaccins confondus depuis plus de 20 ans. Donc ça ne peut plus être une coïncidence, c'est tellement gigantesque. Comment ils peuvent camoufler ça? Et en plus, il y a eu des autopsies. Moi, je voulais dire, il y a des autopsies sur des myocardites. Là, ils ont réalisé des autopsies qui ont été confirmées là aux États-Unis, mais aussi en Allemagne par Antoine Bucart. Et là, par Ryan Cole, où ils ont montré qu'il y avait une concentration de spike au niveau de l'aorte. Donc, ils ont vu qu'il y a une dilatation de l'aorte, même il y avait des thromboses au niveau des aortes. Et on sait qu'il y a des arythmies cardiaques. Et ils ont montré, alors c'est très intéressant, le Japon avait fait l'analyse de Moderna, ils avaient trouvé des métaux lourds et là ils ont fait une corrélation entre la présence de gadolinium, donc, qui est un métal rare, de gadolinium présent avec les myocardites. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe de l'oxyde de graphène avec des métaux qui utilisent le gadolinium. Donc, c'est un brevet de Karen Kingston qui a montré que, voilà, moi je l'ai vu, le brevet, et effectivement le gadolinium fait partie La société de gadolinium est couramment utilisée en médecine pour faire les imageries, les fameuses IRM, imagerie par résonance magnétique. On injecte du gadolinium dans l'intraveineuse, mais ça depuis des décès, depuis le début de l'IRM. Donc le gadolinium, pour l'instant, en tout cas en dehors de ces histoires de pseudo-vaccins, il n'y a pas eu, de ma connaissance, de signal d'effet secondaire du gadolinium pour les imageries. Non, c'est ça. Mais c'est pour dire que le gadolinium a été déjà utilisé chez l'homme, et bon, c'est peut-être pas ça qui... À Brest, on a eu un témoignage le 10 décembre d'une dame qui était en parfaite santé, qui est partie faire un Doppler. Et en fait, un quart d'heure après, elle est décédée sur le parking. Et les médecins ont dit qu'il y avait certainement une corrélation entre les fréquences qui ont été envoyées pour faire le Doppler, parce qu'ils ont retrouvé, elle avait tous les organes qui étaient détruits en 20 minutes. Est-ce que vous savez s'il y a des scientifiques qui travaillent en ce moment pour guérir les vaccinés ou qui travaillent vraiment sur les effets secondaires? Toutes les données que j'ai, c'est des médecins un petit peu en dehors des clous, je dirais, ou des naturopathes qui utilisent des méthodes naturelles. Alors certains disent, moi j'ai des super résultats, mais j'y crois, mais comme il n'y a pas d'études vraiment scientifiques là-dessus, personne n'a cherché à en avoir, je ne peux pas donner des recettes parce que... Donner de recettes, non, mais est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vraiment travaillent là-dessus pour pouvoir rassurer tous ces gens? C'est des médecins généralistes, des naturopathes qui travaillent dans leur coin, qui s'échangent des infos sur leur constatation dans leur clientèle, mais j'ai pas vu une seule étude scientifique.
pour les autorités, c'est un vaccin génial qui est très bien supporté. Ils ne vont pas payer une étude pour montrer que ça ne marche pas, que c'est toxique. Alors, en admettant que le peuple reprenne la main et qu'on dise maintenant ça suffit, Oui. est-ce que chez les scientifiques, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait rapidement se mettre en place? Est-ce que vous Mais il y en prévoyez a ça? il y en a qui parlent de mettre en place de payer, de financer des équipes de recherche pour faire des recherches en parallèle. Il y en a qui parlent de ça. Donc lever des cagnottes et demander à des chercheurs de payer. Mais tout simplement, avant de lever des cagnottes et de payer, il y a quelque chose de plus simple que tout le monde peut faire. On peut lancer une pétition là, sur le CHD.lu en demandant par exemple une analyse du contenu des flacons. Parce qu'en réalité, il y a 20% d'ingrédients qui sont sous secret défense. On ne sait pas, il y a plus. Madame Janine Small, là, le 10 octobre, lorsqu'elle a été auditionnée par les eurodéputés, elle a admis qu'il y avait plus de 180 ou 170, je ne sais plus le chiffre, là, ingrédients qui étaient fabriqués par divers laboratoires. Et on nous en annonce, seulement on nous énonce les nanoparticules de lipides, l'ARN messager, le cholestérol, comment ça s'appelle, les PEG, le polyéthylène-glycol, les phospholipides. Donc on nous annonce quoi, de l'eau, du sel, du sérum physiologique. Mais il y a 200 fabricants. Alors, Ce qui est très choquant, ça c'est officiel, c'est que l'année dernière, l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, qui est aux Pays-Bas, ils ont avoué eux-mêmes qu'on ne connaît pas la composition complète des vaccins, pourtant on donne une recommandation de commercialisation. C'est extrêmement choquant. Parce que si je ne connais pas un produit qu'on va injecter à des humains qui est en plus en phase expérimentale, ils reconnaissent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils le recommandent. Et après, si on se permet de poser la question, mais est-ce qu'il peut y avoir des études indépendantes, on se fait traiter de complotiste, de charlatan. Alors, j'ai fait le rapprochement, vous savez, avec les herbicides. Parce qu'il y a quelques années, jardinerie, je voulais regarder des produits pour les herbicides et je vois un gros flacon de l'industrie chimique allemande en plastique vert complet, je ne dirais pas la marque. Et je dis, oh là, ça a l'air d'être un produit sérieux, parce que c'est emballé de façon très solide. Puis je vois sur l'étiquette acide acétique, simplement. Composition acide acétique. Alors, l'acide acétique, c'est le vinaigre. Le vinaigre blanc, ça peut être un peu herbicide, c'est pas très puissant. J'ai un copain qui travaille dans le domaine, il m'a dit non mais tu sais, les lobbyistes ont obtenu à Bruxelles il y a pas mal d'années que sur les pesticides, maintenant, de par la loi, ils ne sont tenus de mentionner qu'un seul ingrédient. Donc ils peuvent mettre de l'acide acétique, du vinaigre, ils peuvent mettre du glyphosate, ils peuvent mettre des produits chimiques les plus dangereux de la Terre, mais ça n'apparaît jamais sur l'étiquette. Ça s'appelle la transparence européenne. Et alors, quand je vois ce qu'ils ont fait sur les pesticides ou les herbicides, je pense qu'il faut exactement la même chose sur ces produits expérimentaux mais qu'on donne aux humains. Alors, quid des autres vaccins pour les enfants? Parce qu'on se pose quand même la question, ces vaccins ont évolué. Nous, quand on était petits, on avait des vaccins à base de... Jusqu'à présent, j'avais une grande confiance dans les vaccins parce que d'abord, les premiers vaccins, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu la polémique sur l'aluminium. Mais l'aluminium, c'est pas un métal lourd. L'aluminium, c'est le troisième élément chimique sur Terre après l'oxygène et le silicium. Les gens ne savent pas. L'aluminium, c'est éliminé tout de suite par le rein. Les encéphalopathies à l'aluminium, c'est des gens en rein artificiel qui faisaient absorber des kilos d'aluminium pour l'estomac. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la saga de l'aluminium. C'était totalement inventé, l'histoire de l'aluminium. Alors que le mercure, qui a été un conservateur de vaccins, qui est encore utilisé dans certains pays pour les vaccinations de masse, c'est un produit toxique. Les gens amalgamaient aluminium et mercure, je préfère le dire tout de suite, parce que j'en ai ras-le-bol de cette polémique sur l'aluminium. Mais après, il y a des vaccins, c'est des virus atténués, bon, il n'y a rien de méchant dedans. Après, maintenant, c'est nouveau, parce qu'avant, je ne me posais pas cette question. Je me dis, maintenant qu'on sait que les industriels sont capables de nous cacher des produits qui ne sont pas déclarés, est-ce que depuis quelques années, ils ne sont pas en train de fourguer des produits qui ne sont pas déclarés aux agences? Et ça, à mon avis, c'est probable. Je n'ai pas la preuve, mais il faudrait, le minimum, c'est qu'un gouvernement qui cherche à protéger sa population, pourquoi pas les gouvernements qu'on a actuellement, mettre en place une commission d'enquête indépendante, dénuée de tout conflit d'intérêts, avec des vrais chimistes pour analyser ce qu'il y a dedans. Parce que moi, je suis convaincu que petit à petit, ils vont essayer de nous fourguer. Alors, ils commencent à le dire ouvertement. Les fabricants de vaccins disent publiquement on va faire une nouvelle génération de vaccins ARN messagers pour tout. Pour le rhume des foins, la coqueluche, tout ce qu'on veut, et pour la rougeole. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on sait que ces produits ARN messagers ne sont pas des vaccins, c'est des produits dangereux, ce qu'on en voit aujourd'hui. Et moi, je l'avais dit quand c'est sorti,
c'était fin 2020, j'avais écrit une lettre publique qui a circulé pas mal en disant attention, l'ARN peut tout à fait aller vers la diète, c'est pas le sens habituel. On m'a pris pour un con, je ne connaissais rien à la biologie. J'ai quand même fait des études de virologie à Pasteur, on nous apprenait déjà dans les années 80 que dans nos cellules, on avait des gènes qui étaient capables de coder pour des transcriptases inverses, capables de coder à l'envers. Et d'ailleurs, quand j'ai dit ça, je me suis fait traiter de dingue par les fact-checkers, vous savez, ces petits gars là, qui racontent n'importe quoi, puis par des pseudo-scientifiques. Et puis, depuis, il y a plusieurs articles scientifiques dans des très grands journaux internationaux qui ont confirmé qu'effectivement, on pouvait trouver la copie ADN dans les gènes des humains. C'était prix Nobel en 1975, je crois, c'est la découverte de la transcriptase inverse. Et pour le SARS-CoV-2, ils ont identifié, ça s'appelle Line 1, donc ils ont identifié le... Voilà, donc ces produits ARN messagers pour l'instant sont très dangereux, ils sont en fin de phase expérimentale, ils ont sauté toutes les études chez l'animal. Ils avaient commencé à faire des études chez la souris ou le rat, chez un rongeur, et puis tous les rongeurs sont morts. Alors ils ont dit, finalement, le rongeur, c'est pas un bon animal, on passe directement à l'homme. Alors il y a quand même une étude qui est sortie récemment, qui a été publiée, qui montrait que les rats qui avaient été inoculés par ces pseudo-vaccins, c'était les bébés qui avaient les anomalies du squelette. Je crois que j'ai vu sortir un article. Donc on a quand même... les gens qui ont fait ça, avec la complicité des gouvernements, ont sauté les étapes normales de développement des vaccins. Donc tous les directeurs de toutes les agences du médicament dans le monde, ils devront un jour être convoqués devant les tribunaux pour rendre compte pourquoi vous êtes permis d'aller contre tout sens éthique, passer de toutes les démarches habituelles de développement d'un produit. Un vaccin, c'est 10 ans de développement. Et on nous a dit qu'il y a urgence, mais où était l'urgence? On n'était pas à 30% de mort, on était à 0,002 quelque chose. Il y avait des médicaments qui soignaient. Oui, puis il y avait des médicaments qui soignaient. Alors, pourquoi ils ont diabolisé l'hydroxychloroquine après l'ivermectine, la vitamine D, tout ça? Parce que ça marche de façon extrêmement puissante si c'est donné tôt. Il ne faut pas attendre 8 jours, il faut le donner tout de suite. Et vous avez dans les lois sur les médicaments, et les vaccins sont classés dans les médicaments, en tout cas pour les vaccins, si on est encore en phase expérimentale, si sur le marché il y a un médicament actif sur le virus, bon, si c'est un virus, sur le virus en question, eh bien on n'a pas le droit d'avoir une autorisation de mise sur le marché conventionnelle. Il faut attendre l'autorisation définitive. Alors, normalement, c'est 10 ans l'autorisation définitive. Bon, qu'ils aient un petit peu raccourci, je veux bien, mais raccourcir de 10 ans à quelques mois, il ne faut pas se moquer de nous. Et le deuxième point qui est fondamental, et c'est pour ça qu'ils vont tous rendre des comptes un jour dans les tribunaux, c'est qu'on ne peut pas rendre obligatoire un produit expérimental. Ça, c'est contre toutes les lois, contre les traités internationaux, contre le code de Nuremberg. C'est assimilable un crime contre l'humanité. Et pourtant, on a imposé des millions, voire des milliards de gens dans le monde. C'est là qu'on se demande si on peut avoir confiance en la justice. Les scientifiques nazis, les trois quarts, enfin, plus de 1600 sont partis aux États-Unis. Ils n'ont jamais été devant des tribunaux, ils ont été très bien payés. Donc aujourd'hui, la question est vraiment à qui on peut faire confiance. Le gars qui étudiait les borrélias, c'est-à-dire les bactéries, la maladie de Lyme et les tiques sur les prisonniers dans le camp de concentration de Dachau, c'est qu'à Dachau en Bavière, il y avait un institut qui s'appelait Institut de entomologie, Institut d'entomologie. En fait, c'était un institut de recherche pour des cobayes humains. Ce gars-là, qui était Eric Traub, qui était un vétérinaire, il a continué ses travaux aux États-Unis, sur l'île de Plum Island, à côté de Lyme. Évidemment, il y a l'opération Paperclip qui a récupéré à l'époque beaucoup de recherches. Dans le livre de Kennedy, on voit bien avec Fauci qui font que ça tout le temps. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Bien sûr. Et quand on voit les labos microbiologiques de guerre qu'on a retrouvés en Ukraine, etc. Même, au début, j'y croyais pas trop, mais il y a même des politiciens avec pignon sur rue aux États-Unis qui l'ont confirmé. Ils ont délocalisé en Afrique, notamment au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour rebondir, avec Bursima financé par le fils Biden. Alors, ce que je voulais dire,
On est encore en phase 3, ça va se terminer le 2 mai 2023 pour Pfizer. Donc, comme le professeur Perron l'a souligné, c'est un produit en phase expérimentale et donc on ne peut pas le forcer. Il faut un consentement loyal et éclairé et notamment il faut signer un papier. Et en Europe, la plupart des pays n'ont pas signé. Ils ont juste, j'ai encore entendu l'interview en Suisse de Majidi là, et il a dit moi je suis allé me faire vacciner, on m'a vacciné, on m'a mis sur le carnet de vaccination, c'est tout. Donc personne n'a signé le formulaire de consentement. Alors, la bonne nouvelle, j'ai eu vent à la fois dans des pays limitrophes de la France, mais ça commence en France. Je connais des gens qui portent une plainte en justice contre le médecin traitant. J'ai un ami médecin que le médecin généraliste a quasiment forcé sa maman qui ne voulait pas être vaccinée. Un jour, il lui a pris le bras, mais ma petite dame, maintenant c'est obligatoire. Et chaque il a porté l'aiguille. Le soir, elle appelle sa fille en disant non. Mon médecin, il m'a eu, je ne voulais pas du tout. Bon, il ne l'a jamais informé. Et la maman, elle est morte 15 jours après. Donc elle était en pleine forme. Cette fille, elle est allée voir le médecin et en disant je voudrais voir le consentement éclairé. C'est vrai que c'est dans la loi. Si vous vous injectez un produit expérimental, vous êtes tenu de faire signer le consentement éclairé. Alors, le médecin est devenu tout pâle, en disant je ne suis pas au courant. Évidemment, parce que le gouvernement a rendu soi-disant légal tout ce qui était illégal. Je suis très choqué par le comportement en France, dans les autres pays, des conseils d'État, des conseils constitutionnels. La loi est violée tous les jours dans tous les sens, et il dit non, tout va bien. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, quid de la responsabilité? Parce qu'ils avaient dit au départ que les inoculateurs ne seraient pas responsables, et puis ils ont retourné leur veste récemment avec Philippe de Chazourne, à qui l'ARS a bien écrit que c'était celui qui inoculait qui était responsable. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous pensez on a l'impression qu'il y a beaucoup de médecins qui sont silencieux, pas forcément tous, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y ait comme pourcentage de médecins qui savent quand même, bien qu'ils se taisent, mais qui au début, je pense que la plupart des médecins ont été naïfs. Je ne jette pas la pierre aux médecins de base qui est submergé, ils sont de moins en moins nombreux. Le pauvre médecin généraliste travaille du matin jusqu'à très tard le soir. Oui, bien sûr. Il n'a pas le temps de lire, de se renseigner. Il regarde la télé 5 minutes avant de se coucher. Le gouvernement dit qu'il y a une pandémie terrible. Les médecins doivent y aller, on a un vaccin génial. Bon, ils ne sont pas posés de questions, je ne leur jette pas la pierre. Mais après, quand même, petit à petit, ils devraient quand même prendre un peu de recul. Alors je suis sûr qu'il y en a maintenant qui sont convaincus. Mais ils n'osent pas bouger, ils ont peur d'être attaqués, parce que quand il y a des gens qui vont voir leur médecin, donc voilà, vous avez inoculé ça, puis la personne est morte, a fait de myocardite, ou je sais pas, ou a perdu la vision 15 jours après, le médecin systématiquement dit non, ça n'a rien à voir, parce qu'il veut se protéger, en fait c'est une peur. Oui, non, c'est très clair, mais combien vous pensez qui maintenant sont éveillés par rapport au départ? Est-ce qu'on va se dire un médecin sur 10, un médecin sur 100 Ce que je sais, c'est que beaucoup de médecins en France le soutiennent de façon anonyme. D'accord, ouais. Ils ont peur qu'ils partent publiquement, ils sont immédiatement attaqués. Il y a une chasse aux sorcières terrible en France. Notamment des médecins qui ont prescrit des traitements qui sauvent. On attaque les médecins. Et on n'attaque pas les médecins qui ont inoculé des substances toxiques, on attaque les gens qui ont sauvé. C'est le monde à l'envers. Ça ne va pas durer, ça, parce que toutes les données éclatent de partout. Parce que là, la confiance en cette inoculation et en l'intégralité des vaccins quand on a des enfants, elle est vraiment problématique en fait aujourd'hui. Et puis vous parlez de la responsabilité, il faut aussi évoquer la responsabilité des laboratoires fabricants. Et ça m'avait choqué, parce que déjà quand je travaillais sur le vaccin à l'OMS, les Américains avaient obtenu ça bien avant l'Europe. Les labos américains, en tout cas sur le vaccin, ils avaient fait signer des clauses par le gouvernement américain qui ne seraient jamais attaqués si les effets secondaires. Je dirais ça ne viendra jamais chez nous. Et puis maintenant c'est arrivé, ils ont tous fait signer ça dans les clauses. Bon, certaines clauses sont secrètes. Vous savez, il y a une petite dame là, qui s'appelle Ursula, qui part en Europe. Oui, mais ça, on ne la connaît pas du tout. Et elle a échangé des SMS sympatoches avec Bourla. On n'arrive toujours pas à voir des SMS. Je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être très claires dedans. Mais tout ça, ça ne pourra pas. Vous savez, les SMS, ils sont enregistrés dans les ordinateurs, même dans le Darknet. Mais c'est une violation du règlement 536/2014, qui, justement, sur les essais expérimentaux, justement que les gens doivent avoir un consentement éclairé. Et c'est bien marqué, justement, dans ce règlement, comme quoi que la responsabilité est toujours au niveau du promoteur. Donc, le promoteur, c'est la personne qui a... Oui, mais ils ont une clause d'irresponsabilité, ça ne marche pas? Non, c'est faux. Le règlement 536/2014 dit que
le promoteur est toujours Non, responsable. mais le promoteur, c'est pas le laboratoire pharmaceutique, le promoteur, c'est celui qui fait l'étude, donc là, c'est l'État français. Oui, mais il y en a deux, parce que c'est marqué le promoteur et le... Producteur. oui. Fabricant. Alors, je peux intervenir là-dessus, s'il vous plaît. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a les États-Unis d'un côté, qui ont ce qu'on appelle l'EUA, Emergency Use Authorization, et on a l'Europe, qui est délivrée par la FDA, la Food and Drug Administration, et de l'autre côté en Europe, on a l'EMA, l'Agence médicale européenne du médicament, qui, elle, délivre une AMM. Alors, d'un côté, on a une EUA, américaine, d'un côté on a une AMM conditionnelle, et en fait là où ils essayent d'arnaquer tout le monde, c'est qu'en droit américain, le droit américain reconnaît la clause d'irresponsabilité des fabricants. Mais cette clause-là n'existe pas pour une AMM. Or, le dossier de soumission et d'obtention de l'AMM a été déposé, non pas sur la EUA, mais en fait ça a été déposé à travers une procédure centralisée, identique à celle des brevets, c'est-à-dire on dépose dans un pays et c'est valable dans les 27 pays européens. Et en fait, cette AMM-là ne reconnaît pas l'irresponsabilité du fabricant. Donc ici déjà, on a une dichotomie. Là, il y a un problème. Il faudrait que des juristes, des avocats se penchent spécifiquement sur ce problème. Il y a un autre point qui est la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est sur les conflits d'intérêts dans les commissions, les agences qui font des recommandations pour la santé publique, pour les gouvernements. Aux États-Unis, il y a une loi, alors j'ai oublié le nom, elle avait un nom assez joli, mais qui date d'il y a assez longtemps. Maintenant, aux États-Unis, c'est autorisé. Vous pouvez avoir des liens d'intérêt, ça toucher des millions d'industries pharmaceutiques. Si vous le déclarez, vous avez tout à fait le droit de siéger dans une commission et faire la promotion des médicaments pour lesquels vous touchez de l'argent, démolir le produit concurrent. Mais c'est légal. C'est aux États-Unis. Si vous tuez quelqu'un, c'est pas toujours très grave. Il y a des circonstances atténuantes. Le pire crime aux États-Unis, c'est le mensonge. À partir où vous n'avez pas menti, vous avez dit j'ai touché de l'argent. Après, vous pouvez faire toutes les crapules que vous voulez dans les commissions officielles. Et moi, je l'ai vu sur le Lyme où c'est toujours les mêmes, un petit groupe partout, plein de conflits d'intérêts, ils les déclarent et ils font la loi, ils disent que le Lyme n'existe pas, la PCR c'est nul, les traitements ne marchent pas, les gens, il faut les envoyer en psychiatrie. Et alors qu'en Europe, théoriquement, si vous avez un conflit d'intérêt, vous n'avez pas le droit de prendre des décisions. Un conflit d'intérêt majeur, je ne dis pas juste l'invitation à un congrès, parce qu'il n'y aura plus personne, mais un conflit d'intérêt majeur, vous n'avez pas le droit de siéger durant des années. Moi, quand j'étais président de la commission maladies transmissibles au Conseil de la santé publique, alors ça a changé de nom plusieurs fois, enfin, pendant 15 ans, j'étais président de commission officielle. Je fais respecter ça à la lettre. Assis dans la salle, il y avait quelqu'un qui avait un conflit d'intérêt majeur. Alors, quelquefois, il le cachait, mais bon, j'étais pas idiot, j'avais mes réseaux de renseignements. J'en disais, non, ben, toi, tu restes pas. Alors, c'était vraiment un sujet chaud. Il pouvait s'exprimer, donner son avis, mais après, il quittait la salle. Il ne pouvait pas participer aux délibérations finales, il ne pouvait pas voter. C'était écrit dans la conclusion publique qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas voté parce qu'ils avaient des conflits d'intérêts. Maintenant, ce n'est plus du tout respecté. Est-ce qu'il y a des sanctions pour ça? Non, parce qu'ils sont protégés voilà, par le gouvernement. S'il n'y a pas de sanctions, en fait, on peut parler de tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de sanctions, les gens le font quand même. C'est bien ce qu'on voit. Bien sûr, dans le Conseil de la santé publique, il n'y a même pas eu de vote. On devait avoir des votes. Et la moitié des gens qui ont rendu la vie n'étaient pas vendus au Conseil. Qu'est-ce qu'il faut, ça là? Moi, je sais, tout le système à l'intérieur. Bon. Le président de la commission, il a plein de conflits d'intérêts. La vice-présidente, 2 ou 3 membres avaient des conflits d'intérêts majeurs. Ils n'auraient même pas dû participer à la décision. Et pourtant, ça a été fait au vu au sud de Toulon. Moi, je l'ai dénoncé plusieurs fois dans les médias. On a même fait un recours au Conseil d'État, je crois, là-dessus, qui nous a envoyé balader. Oui, d'accord, ça ne s'est pas fait comme d'habitude, mais il y avait une urgence sanitaire, donc c'est pas grave. Je suis désolé, il y a aussi des procédures de gestion de l'urgence dans le Conseil de la santé publique. On peut parfaitement gérer les choses en urgence, par téléphone, par visioconférence, par vote électronique, échange par courriel des documents. On peut parfaitement rendre un avis à un ministre en moins de 24 heures. Moi, je l'ai fait à l'époque. Quand il y avait des situations d'urgence. Donc l'urgence ne justifiait pas qu'on s'égare dans des choses totalement illégales. En plus, regardez, quand il y a eu l'affaire du médiateur en France qui a fait beaucoup de bruit, Xavier Bertrand, qui était ministre, avait fait la loi Bertrand. Et au Conseil, on nous a imposé du jour au lendemain que toutes les discussions étaient enregistrées.
avec un magnétophone. Et il y avait en plus toujours un secrétaire qui venait taper à l'ordinateur les minutes de discussion. Donc, le professeur Tartampion dit ça, machin dit ça. Moi, en tant que président, je devais relire qu'il n'y avait pas de bêtises, ça résume à peu près l'histoire, et je signais. Et on m'a dit les enregistrements audio et les enregistrements écrits. J'ai dit ça va où ça? On m'a dit ben, ça va aller dans un coffre-fort quelque part. Mais n'importe quel citoyen français, pour eux c'est une grande avancée dans la transparence. Si une crise un jour, n'importe quel citoyen français aura accès au débat. Alors je dis tiens c'est chouette là, parce que les Hauts Conseils ils ont fait n'importe quoi, je vais avoir accès au débat. On demande via en France il y a la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Ben, ils sont où les enregistrements? Ah ben non, enregistrement, vous parlez de quoi? Il n'y a pas d'enregistrement. Donc, la loi est violée tout le temps. C'est pour ça est-ce qu'on peut vraiment se référer à la loi pour s'en sortir? Après, alors j'ai une toute dernière question, et là c'est un petit peu compliqué. On a trouvé une loi en Allemagne sur la prévention du contrôle des maladies infectieuses qui dit que dans le cadre d'une vaccination publiquement recommandée, ou dans le cadre des vaccinations faites sur les soldats, il s'autorise à restreindre, voire à ne pas reconnaître le droit fondamental à l'intégrité physique en ce qui concernerait des vaccins autopropagateurs. On a suivi pour cela les travaux de Hervé Seligman et d'Hélène Banoun. Qu'est-ce que vous en pensez de ces vaccins autopropagateurs avec les problèmes de shading dont on peut entendre parler Moi, je n'ai pas étudié ça, puis les vaccins vraiment autopropagateurs. Je connais, mais peut-être que tu es plus au courant. Alors, Hervé, moi je connais parce qu'on en avait parlé pour le phénomène de shading, et ça a été confirmé dans l'article qu'Hélène Banoun. J'ai dit que c'était la diffusion. Oui, parce qu'une fois qu'en fait, shading, c'est la spike protéine. Une fois qu'on injecte l'ARN messager, eh bien, il s'intègre effectivement au niveau de l'ADN, et puis après, on produit donc à foison de la spike qui passe dans l'enlarge d'abord et puis dans le sang et puis qui va dans tous les organes, et ça passe aussi au niveau des sécrétions, donc des fluides, des larmes, du lait maternel, de la sueur, et il y a sous forme d'exosomes. Donc des exosomes, c'est quoi? Ce sont des vésicules qui sont excrétées par les cellules tout simplement, une structure un peu de couche de bicouche membranaire, ou voilà, c'est simplement une bicouche lipidique. Ça contamine en fait, en termes simples. Alors laissez-moi expliquer, mais oui, en clair, c'est un exosome, c'est une bicouche lipidique qui contient la spike et qui passe dans la sueur, et évidemment au niveau des rapports sexuels, évidemment il y a contamination. Au niveau de Robert Malone, quand il est passé à l'IHU Marseille, il a dit il touche, et ça passe au niveau du derme aussi. Donc, et les femmes qui allaitent, ça passe au niveau du lait aussi. Donc, la seule chose ce qui me rassure, c'est que effectivement les gens inoculés peuvent excréter de la protéine de pointe, la fameuse spike, peuvent contaminer les gens autour. C'est pour ça qu'il y a des gens autour des inoculés qui peuvent se mettre à avoir mal à la tête, à tousser, avoir de la fièvre, etc. Mais ce n'est pas une épidémie, parce que cette protéine qui est dans ces nanoparticules, d'autres personnes inoculées ne peut pas se reproduire elle-même, parce que la personne qui a été contaminée par la protéine n'a pas les acides nucléiques, l'ARN ou l'ADN pour la reproduire. Donc ça va peut-être faire un peu de dégâts autour, mais ça ne va pas générer une épidémie de vaccins. Oui, il y a des gens non vaccinés au contact de vaccinés qui développent quand même des symptômes identiques à des gens qui sont vaccinés. C'est dû à la protéine, qui est en majorité la cause de beaucoup de symptômes des gens inoculés. Mais ça ne va pas se transmettre d'homme à homme comme une épidémie, puisqu'il n'y a pas de matériel génétique de reproduction. Il faut avoir le matériel génétique d'un virus pour que ça se multiplie. Ça va juste peut-être contaminer les gens dans l'entourage très proche, qui ont inoculé, qui ont inhalé. Si quelqu'un a toussé beaucoup de protéines, on peut inhaler des particules et puis après se mettre à tousser aussi. Ça, j'y crois, parce qu'il y a énormément de témoignages. Mais je ne crois pas à une épidémie liée à ça. Ça affecte en fait le système immunitaire. Donc la spike affecte le système immunitaire, et c'est pour ça qu'on voit que, ça c'est Hervé qui l'a vu en étudiant les statistiques de Romain, notamment sur Israël, que les gens qui ont été vaccinés, les enfants, il y a 10% au niveau des enfants, que les enfants de parents vaccinés, qui étaient non vaccinés, étaient
avait surmortalité. voilà, c'est ça, il avait vu la surmortalité, donc l'hypothèse qu'il avait émise était il y a un phénomène de shedding de la spike, phénomène de shedding donc Qui tue quand même. Eh ben, oui, mais comme il dit, comme le professeur Perron, c'est important, le virus vient avec son matériel génétique, donc les protéines M de la membrane, E de l'enveloppe, N de la nucléocapside, S de la spike, et en fait, une fois qu'il est intégré il est injecté, il est intégré dans la cellule, il détourne l'appareil des ribosomes et synthétise, au lieu de synthétiser vos propres protéines, il va synthétiser les protéines virales. Donc on appelle ça, c'est le cycle de réplication virale. Et ce que disait le professeur Perron, c'est qu'effectivement, la spike est transmise, mais pas le reste. Donc le virus ne se réplique pas. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que comme la spike a intégré l'ADN, on ne peut plus s'en débarrasser puisque c'est intégré dans l'ADN. Donc les gens deviennent des humains génétiquement modifiés et ils produisent une protéine normalement qui est virale et qui n'est pas humaine. Donc, ça, c'est les inocules et pas l'entourage. oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a la contamination. La contamination, donc le shedding, c'est uniquement la transmission de la spike, pas du Ça, c'est faux. Il n'y a aucune raison de penser que l'ARN du vaccin ne passe pas. Tout comme la spike, on ne le sait pas donc, ça. Hélène Banon, elle a dit la spike et l'ARN messager, mais il y a un autre facteur. Ça, elle a dit dans son article que c'était transmission shedding de la spike, de l'ARN messager, mais il y a aussi transmission de l'oxyde de graphène. Ça a été mis dans donc ça n'a pas été même abordé. Donc il y a un phénomène, effectivement, maintenant je me souviens de la lecture puisque j'ai lu l'article d'Hélène Banon, et effectivement il y a un shedding de la spike, de l'ARN messager et de l'oxyde de graphène. Donc on a 3 niveaux de contamination, mais sans la réplication virale, comme l'a souligné le professeur. Mais quelle est la durée justement de la contamination? Parce qu'à la limite, on a tous autour de nous des gens vaccinés. C'est pas parce qu'il y a des gens inoculés qui vont éliminer tout seul la totalité d'ailleurs du vaccin. D'autres qui vont l'intégrer dans leur ADN et en produire pendant des mois, des années. On n'a aucune idée parce que je connais les différences génétiquement. En plus d'un lot à l'autre, on sait qu'il y a des différences. Il y a des lots placebo, des lots plus ou moins dosés. D'une marque à l'autre, ce n'est pas les mêmes composants, peut-être une date à l'autre. La même marque d'une année sur l'autre, il n'y a peut-être pas la même chose dedans, on n'en sait rien, parce qu'il n'y a aucune enquête claire sur ce qu'il y a dans ces produits. Donc moi je vois tous les scénarios possibles. On voit bien quand même que tous les gens qui ont été inoculés ne sont pas morts aujourd'hui. Les gens qui sont débarrassés. J'ai une réponse partielle, c'est que l'effet de surmortalité infantile associé au vaccin, à la vaccination adulte, durait environ 20 semaines après l'injection. Donc je ne sais pas si ça s'arrête réellement, mais dans les données que j'ai vues, ça durait 20 semaines. Oui, non, mais il y a des moyennes, après il y a... Est-ce qu'on a des moyens de détecter alors chez quelqu'un, donc on va dire au lieu de faire des PCR, on pourrait se faire des analyses? Combien on a de spike, combien... Est-ce que ça existe ça? Des anticorps anti-S. Il y a des mesures d'anticorps anti-S. Vous pouvez demander à des laboratoires avec une simple prise de sang sérologique. Et si vous avez de la spike, ils font 2 types d'anticorps. Ils détectent plus les IgA, les IgE, les IgG, les IgM. Et depuis la SARS-CoV-2, ils vont détecter, c'est possible de demander de savoir si on est en des surdose de anticorps spike, anti-S et anti-N. Tous les laboratoires ne le font pas, mais certains laboratoires le font. Donc si vous pouvez faire une prise de sang en demandant des anticorps anti-S, vous saurez que vous aurez de la spike ou pas encore. Et au niveau de la contamination, une question peut-être, est-ce que ça change le fait d'avoir une dose, 2 doses, 3 doses? C'est dose dépendant, oui. Une dose, c'est 30 microgrammes, donc 2 doses, on passe à 60, 3 doses à 100 microgrammes, ça c'était au niveau des Pfizer, sauf les 2 enfants qui sont à 10 microgrammes. Mais ils ont vu qu'il y a des études qui ont été faites qu'à partir de 100 microgrammes, notamment la dose d'AstraZeneca, ils avaient injecté 100 microgrammes en une seule dose, et là il y avait une hécatombe de thrombose. Et ils ont vu que c'était dose dépendant et la plupart des effets secondaires explosent. Dose 1, dose 2, ça va. Le système immunitaire est résilient, il élimine, notamment si on prend des antioxydants, des anti-inflammatoires comme la NAC, le glutathion, etc. NAC, c'est N-acétylcystéine pour préciser. La N-acétylcystéine qui est le précurseur du glutathion, ça élimine. Donc il faut vraiment booster votre système immunitaire de façon naturelle. Et à partir de la booster de la 3e dose, donc là, le système immunitaire est complètement déréglé. On n'a plus de lymphocytes T, notamment
les CD3, ils sont en dépression, ça chute, les lymphocytes CD8 chutent. Ça, vous pouvez le demander, vous pouvez mesurer aussi. Hein. Vous avez le droit de faire une prise de sang. On a dosé les dédimères, la CRP, la troponine, pour voir s'il y avait des phénomènes de coagulation, de myocardite, d'inflammation. Mais on peut également demander d'autres dosages. Mais on est bien souvent confronté, moi je me rends compte, les personnes vaccinées autour de moi qui souhaitent faire ces prises de sang, ils ont des refus de leur médecin. Il faut trouver le bon médecin. Là, il faut trouver le bon médecin. Il y a des médecins résistants. Il y a des bons médecins. On est bien d'accord. Il y a des médecins résistants et des médecins qui collaborent, collaborent avec le protocole du gouvernement. Je ne sais pas quel autre mot on peut utiliser, mais voilà. Les médecins ne parlent pas facilement parce que j'étais près d'Avignon, c'était avant les fêtes, et il y avait une salle où il y avait une cinquantaine de personnes, donc beaucoup de médecins et soignants. Ils ont accepté de venir avec moi, que si tout le monde laissait son téléphone portable à l'entrée, qu'il n'y avait pas de film ni d'enregistrement, parce qu'ils ont dit que sinon ils n'oseraient pas parler. Et là, ils ont raconté ce qu'ils voyaient, notamment des médecins spécialisés en cancérologie. Il y avait une cancérologue qui avait les larmes aux yeux. Donc tous ces patients qui suivaient depuis des années, qui étaient bien équilibrés, il y en a beaucoup qui ont chuté de façon extrêmement violente. Elle a vu des cancers foudroyants. Elle a vu des choses qu'elle n'avait jamais vues toute sa carrière. Bon, elle va avoir pas loin de 60 ans, je ne sais plus l'âge exact. Enfin, donc on a quand même vu des gens avec des cancers. Et là, elle a dit, ça s'est décrit de façon exceptionnelle, mais là, elle a dit, on a vu régulièrement des gens qui faisaient 2 cancers de 2 organes différents en même temps. Cancer de l'utérus et du poumon, je dis n'importe quoi, ou du foie et d'autres organes. Et il y avait... J'ai discuté de ça justement avec un anatomopathologiste américain, Ryan Cole. Il y en a d'autres en Europe, il y en a très peu en France, les gens qui font les autopsies. Il y a quelquefois des cancers de type cellulaire différents, c'est-à-dire que c'est des cancers totalement différents qui surviennent en même temps chez la même personne. Ça a toujours été... Avant c'était anecdotique, c'était un cas rare. Maintenant ça devient beaucoup plus fréquent. Des gens qui développent des lymphomes malins. Et ça, ça fait peur. Et puis tout ça, les sociétés savantes de cancérologie, tout ça n'en parle pas, c'est blackout total. Mais on le voit parce que ça sort de pas mal de pays. On voit des témoignages de cancérologues aux États-Unis, un peu partout. Et tant qu'il y aura cette pression, cette peur qu'on met sur les médecins, parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, il n'y aura pas de liberté de parole. Et puis c'est impossible de publier dans le domaine parce qu'il faut faire des études comme ça, de registre. Il faut les déclarer à un comité d'éthique qui sont dans les institutions. Il faut avoir quand même des financements, un minimum de financement, etc. Et puis après, il faut que les journaux acceptent ce type d'études. Je vois rien que dans la maladie de Lyme, je dois avec des collègues belges, ça fait déjà 5-6 ans qu'on remodifie un article parce qu'il est censuré dans tous les journaux médicaux, parce que ça ne plaît pas. Bon, peut-être qu'on va y arriver ce coup-ci, mais il ne faut pas oublier que les journaux médicaux exercent une censure majeure sur tout ce qui sort des clous. Ils sont sous influence des pharmaceutiques. C'est pas moi qui dis, c'est les rédacteurs en chef eux-mêmes de ces journaux, notamment le New England Journal of Medicine, le Lancet, les rédacteurs en chef qui ont écrit dans des journaux grand public. Mon journal est infiltré, des finances, et il continue d'ailleurs, mais c'est pour ça que il faut libérer la parole des médecins, mais ça va être difficile parce que là vraiment ils ont très peur. Et on fait des exemples. On en radie quelques-uns pour l'exemple, pour que les autres ferment leur bouche. Mais ce qui fait que nous maintenant, en tant que... Pardon. Je parle au nom de nos parents, on commence à être même inquiets, on n'a plus vraiment confiance en ça, ça devient une vraie réalité. Moi, en tant que maman, j'emmène de moins en moins mes enfants chez le médecin. Et ça, c'est dramatique parce que cette crise qui est due à un petit groupe de gens malhonnêtes, c'est en train de casser la confiance que l'immense majorité des gens avaient dans leur médecin traitant. C'est en train de casser la confiance dans les vaccins, les vrais vaccins qui sont des bons produits. Ils ne sont pas en train de les trafiquer. Enfin, les vaccins traditionnels étaient d'excellents produits qui ont sauvé beaucoup de gens. Et là, on est en train de casser cette confiance. Parce que maintenant, les gens amalgament les vaccins classiques et ce pseudo-vaccin Covid. Moi, personnellement, oui, là maintenant, c'est fini. Mais ça, c'est dramatique. Moi, je me dis parce sur que le doute, pour remonter, moi, je me suis battu quelquefois contre des
des courants anti-vaccinaux qui étaient excessifs et qui racontaient n'importe quoi. Maintenant, il y a tout un tas de délires. On entend que les virus n'ont jamais existé. Ça, c'est honteux. Alors, je me fais insulter sur Internet. Perron dit que les virus existent. Ben oui, les virus existent. Donc, il n'y a jamais le virus du sida, il n'y a jamais le virus du Covid. C'est n'importe quoi. Et les mégavirus? Comment? Il y a les mégavirus. Professeur Raoult. Oui, il a eu un prix. Ah oui, oui, oui. Non, mais les virus existent, c'est une évidence. Alors, Oui, il y a des séquençages. On fait des séquençages. C'est pas parce que les gens confondent. Par exemple, une bactérie, habituellement, on la voit au microscope, on peut la cultiver dans une gélose, un peu comme un pot de confiture, on la voit, elle pousse, elle se développe. Il y a des virus qu'on voit au microscope, il y a des virus qu'on ne voit pas du tout. Donc on n'est pas capable de les cultiver. On ne les isole que par le séquençage génétique. Et ça, les gens ont du mal à comprendre parce qu'il y a des gens qui disent effectivement, on n'a jamais cultivé le virus du SARS-CoV-2. Ben, on n'a jamais cultivé parce qu'il n'est pas cultivable. Bon. Donc, nier qu'il y a une épidémie, on dit ouais mais c'était des grippes, c'est pas des grippes parce qu'ils perdaient le goût et l'odorat. On dit ouais mais c'était courant dans la grippe. Moi, je suis désolé, en plusieurs décennies de pratique, j'ai presque jamais vu une grippe classique perdre le goût et l'odorat, alors que là c'était 30% des malades. Il y avait quand même des transmissions dans les familles, dans les entreprises. Donc le virus existe, l'épidémie existe, on ne peut pas nier l'existence de l'épidémie. Et ça c'est infernal parce que on se fait attaquer là-dessus, et moi je me fais attaquer sur le fait que j'ai défendu les vaccins avant, qui ont quand même protégé, même si je reconnais, dans la diminution de beaucoup de maladies dans le monde, il y a le rôle de l'hygiène, de l'amélioration de l'alimentation, où il y a des facteurs génétiques, il n'y a pas que le vaccin, mais le vaccin a apporté un plus dans certaines maladies pour les faire quasiment disparaître. Quand vous entendez les gens dire c'est complètement idiot de continuer à vacciner contre le tétanos, c'est pas le tétanos, c'est plus le tétanos, c'est le vaccin. Le germe il est dans le sol. Bon, les cocos, si vous voulez avoir le tétanos, vous arrêtez de vous vacciner. Et puis vous aurez le tétanos si vous faites une blessure qui n'est pas des anticorps. Et aussi, attends, Méville, excuse-moi, c'est important, je me permets d'intervenir sur ce sujet-là parce que c'est important. Moi j'avais discuté avec le professeur Montagnier et il m'a dit, je lui dis, parce que je suis chimiste des protéines, donc j'ai cristallisé des structures de protéines. Si on est à 99,99 et que c'est pas pur, on n'arrive pas à le cristalliser, on n'arrive pas à l'envoyer en cristallographie et voir faire une étude de cristallographie, c'est-à-dire étudier les distances entre les atomes et voir la photo, d'accord? On ne peut pas le faire. Et la cristallisation de l'ADN et de l'ARN, c'est pareil. Et ici, le problème que nous avons, c'est que le SARS-CoV-2 existe avec plusieurs cofacteurs, notamment au niveau du poumon avec le mycoplasmier pneumoné. Ça a été souligné encore par Jean-Claude Escarguel, qui travaillait également avec le professeur Montagnier. Et au niveau du microbiote intestinal, des études scientifiques faites par Carlo Brogna montrent que le virus SARS-CoV-2 coexiste, c'est-à-dire il est tout petit, tac, il rentre dans la bactérie qui devient son hôte, et la bactérie, nous colonisons, et ça rentre dans une bactérie qu'on appelle la Provotella. Donc on a déjà identifié 2 cofacteurs bactériens. Donc ça veut dire quoi? Le virus va se cacher dans le bactère. Alors si on essaie d'utiliser un marqueur qui va identifier une partie particulière du virus, mais on ne va pas le trouver parce qu'il va se cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'arrive pas à le voir ou à le voir parce qu'il est caché à l'intérieur de la bactérie. Et ces bactéries-là nous colonisent en permanence. Donc voilà. Mais après le truc c'est comment faire confiance justement aux vaccins, parce qu'on sait que les vaccins dans le temps ils fonctionnaient. Mais aujourd'hui, ils peuvent très bien nous manipuler avec des nouveaux vaccins. Là. Il y a une propagande contre la grippe là, actuellement. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Est-ce que vous recommandez ce vaccin contre la grippe? C'est vrai que ça me fait peur maintenant. Je n'avais pas ces idées-là. Mais quand on voit que il n'y a aucune transparence, que les labos fabricants n'ont plus, soi-disant, aucune responsabilité sur ce qu'ils fabriquent, que les agences de médicaments reconnaissent ce qui se passe qu'il y a dedans. S'ils nous ont fait le coup là, avec le Covid, ils peuvent très bien le faire sans nous le dire avec les anciens vaccins. Tout à fait. C'est ça. La solution, il faudra avoir des gouvernements honnêtes qui demandent à des scientifiques de haut niveau de faire des études indépendantes. Ça, pour moi, c'est urgent. Pour restaurer la confiance dans le vaccin, c'est impératif. C'est ça. Voilà. Et beaucoup de personnes n'auront plus confiance au vaccin. Parce que là, malheureusement, il risque d'y avoir des épidémies d'anciennes maladies qui vont revenir parce que les gens n'ont plus confiance dans leur vaccin, ne peuvent plus vacciner leurs enfants. Et ça, c'est catastrophique. Oui, mais que faire? Parce que le risque... Je vous l'ai dit, ce qu'il faut faire là-bas. Professeur Perron, j'ai entendu qu'il y avait de plus en plus de tuberculose. Oui. Les personnes vaccinées. Est-ce qu'il y a un lien? Elle est vaccinée contre le Covid.
Vaccinés, voilà. Pas contre la tuberculose. Non, gens qui ont été injectés contre le Covid. Oui, parce qu'on dit que les substances expérimentales anti-Covid induisent chez beaucoup de gens une immunodépression. Beaucoup de gens dans la population sont porteurs de bacilles de la tuberculose en petite quantité, qui dorment dans nos ganglions, ils sont contrôlés et ils se réveillent si un jour on a une immunodépression, on a une chimiothérapie pour un cancer ou autre. Et là, il est possible que des gens qui étaient porteurs du bacille de la tuberculose, qui n'avaient aucun symptôme, ce bacille se réveille à l'occasion de la baisse d'immunité. Vous savez, même le stress, le stress peut réveiller tuberculose, le stress peut réveiller un cancer. C'est pour ça que dans les causes des maladies, c'est multiple, il n'y a pas qu'un seul facteur. J'ai une autre question, étant donné que vous avez travaillé à l'OMS. Que pensez-vous de la modification du terme pandémie, étant donné qu'il y a des critères? Ça les arrangeait parce qu'il fallait faire la grande déclaration mondiale d'une nouvelle pandémie dévastatrice, et ça les arrangeait de modifier les critères. Mais de toute façon, c'est une pandémie, tout ça a été programmé depuis longtemps, ils avaient fait des répétitions. Et je veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, normalement, on a tout des textes de loi, Nuremberg, Constitution, Oviedo, article 5, Nuremberg, article 6, inviolabilité du corps humain, arrêt Vavrica, objection de conscience. On a toute une flopée, arrêt Salvati, de jurisprudence, de textes nationaux et internationaux qui nous protègent contre cette vaccination obligatoire. Comment ils arrivent à contourner tout ça? Simplement en déclarant l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que dans un état d'urgence, à ce moment-là, ces lois ne s'appliquent plus, on passe d'un régime civil sur un régime militaire, et alors on peut imposer l'obligation vaccinale. Uniquement dans un... C'est pour ça que Macron, il a fait plusieurs fois un discours en disant « nous sommes en guerre ». Celui qui va emmerder les Français, celui qui a envie beaucoup de très emmerder les Français. C'est celui qui se prend pour un roi. Tout à fait. Moi, j'avais une question par rapport au tétanos, pour revenir là-dessus. Oui. Vous disiez qu'il fallait faire les vaccins, je crois que c'est tous les 5 ans, ou tous les 20 ans. Non, je ne sais pas. Moi, ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas été vaccinée contre le tétanos. Et il y a 2 ans, je me suis blessée, non, même il y a 1 an, je me suis blessée, et j'étais toujours immunisée. Oui, non, mais donc, les anticorps, c'est pas la peine de faire tout. D'ailleurs, si vous regardez dans les différents pays, les délais, les intervalles des rappels ont été beaucoup allongés, parce que moi quand j'étais encore interne, il y avait encore des tétanos qui mouraient à l'hôpital à Paris, hein, parce que ça touchait d'ailleurs plus les personnes âgées qui n'avaient jamais été vaccinées que les plus jeunes, même s'ils n'étaient pas très à jour dans leur rappel. Justement, chez certaines personnes, les anticorps vont durer très longtemps, ils protègent. Même si vous n'êtes pas vacciné, vous avez très peu de chance aujourd'hui de faire le tétanos, parce que maintenant les gens, s'il y a une plaie souillée, ils ont le réflexe de se laver les mains, de désinfecter. C'était peut-être moins le cas autrefois quand il n'y avait pas de salle de bain et de savon. Et puis les tétanos, les chevaux étaient une cause importante de contamination, parce qu'il y a beaucoup de bacilles aiment bien le crottin de cheval, et avant, même dans les villes, il y avait des milliers de chevaux, il y avait les soldats à l'armée, ils étaient sur des chevaux. Les chevaux, ils étaient partout. Il y a moins de contact direct, mais il y a quand même le bacille du tétanos dans le sol. Il suffit de se blesser un jour, et pour un vaccin qui est parfaitement toléré, c'est un petit peu idiot. C'est une maladie horrible, une fois qu'elle est démarrée, on en meurt quasiment tout le temps. Je voulais dire aussi, il y a une scientifique par rapport au vaccin, la confiance dans le vaccin. Il y a une scientifique espagnole qui avait aussi analysé le contenu du vaccin, qui avait trouvé aussi de l'oxyde de graphène, pas dans le vaccin SARS-CoV-2, mais dans le vaccin de la typhoïde, de la fièvre jaune. Et il y a des gens qui ont développé des myocardites suite à injection des vaccins de la fièvre jaune. Sachant que le vaccin de la fièvre jaune, il est obligatoire quand on va dans des pays comme le Cambodge ou même comme l'Afrique. Oui, on est obligé d'être vacciné. Non, pas au Cambodge. J'ai pas de fièvre jaune en Asie. Ah bon? Moi, je suis partie en 2007, mon père m'a vacciné. Mais il n'y en a pas de fièvre jaune en Asie. La typhoïde. Ah, typhoïde, oui, pardon. Je voudrais que tu me parles de fièvre jaune. Ah, mais typhoïde, oui, d'accord. Et du coup, moi j'ai été vaccinée, et maintenant je sais que les gens qui se font vacciner contre la typhoïde, là il y a eu des problèmes de myocardite. Donc c'était pour dire. Et aussi, Fauci avait parlé que dans les vaccins, il y avait
on se concentre sur les composants oxyde de graphène, ARN messager, etc. Mais il y a d'autres composants, notamment des composants, des parasites, de l'hydra, notamment Hydra vulgaris qui a été trouvé. Il y a ici des champignons, des candidats auris qui ont été trouvés. Donc il y a beaucoup d'autres choses dans ces composants. Et aussi au niveau de la séquence de l'ARN messager, professeur Montagnier avait dit qu'il y avait 5 à 6 inserts du HIV, mais il y a d'autres équipes qui diraient, mais il faut vérifier, qu'il y aurait aussi tuberculose et malaria. Donc il y aurait malaria, tuberculose et HIV. Quand Montagnier a dit qu'il y avait peut-être des séquences du VIH, moi je ne suis pas compétent, je ne suis pas virologue pour juger, mais ce qui m'a frappé, c'est que si vous vous souvenez, au moment de la première campagne de vaccination massive en Australie, c'est le gouvernement australien lui-même, c'est le gouvernement australien, c'était pas un qui a dit ça, qui a dit, tiens c'est bizarre, beaucoup de gens qui ont reçu le vaccin, je ne sais plus lequel ils ont utilisé en Australie, c'était AstraZeneca, je ne sais plus lequel, deviennent séropositifs pour le VIH. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient attrapé le sida, parce qu'ils avaient développé une immunité contre des composantes antigéniques du virus VIH, donc c'était la preuve par 9 qu'on avait foutu des séquences de VIH dans le vaccin. Et après, du coup, ils ont arrêté ces lots-là, peut-être qu'ils ont changé, mais c'était quand même un communiqué officiel du gouvernement australien en disant faites attention, parce que si vous avez été vacciné, vous allez être séropositif pour le VIH. Mais je crois qu'ils ont vacciné en masse l'armée américaine et l'avocat de l'armée américaine, Tom Rice, je crois qu'il s'appelle, qui a été auditionné par le Sénat américain, là, dans Missouri, Louisiana, je ne me rappelle plus l'un des deux États, et il a dit qu'ils sont tous HIV positifs. Ils ont été vaccinés en priorité. Ici, on a vacciné en priorité le personnel soignant et les pompiers. Aux États-Unis, ils avaient vacciné en priorité les militaires. Et maintenant, les militaires sont tous HIV positifs et maintenant, ils portent plainte contre ça. C'est ce qu'ils avaient fait avec la grippe espagnole, hein. C'est pareil, avant la grippe espagnole, c'est le vaccin qui a été disséminé chez tous les soldats. Ouais, chez les militaires. Mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire des essais. Non, mais il n'y avait pas de vaccin à l'époque de la grippe espagnole. Pour la grippe. Mais en général, ils expérimentent sur les prisonniers ou les militaires. Avant, oui. Comme en Italie. Après, c'était interdit chez les prisonniers. Moi, j'ai une autre question concernant le don du sang. Excusez-moi, là, il y a Jacques Bauer qui est là. Viens, Jacques. Jacques Bauer, viens. Je ne pensais pas que ça avait déjà commencé, je suis désolé. Non, c'était juste un pré-live. Viens avec nous. Viens, Jacques. Viens. On a l'honneur d'accueillir Jacques Bauer, donc, qui vient de Suisse. Vous le connaissez tous bien, Jacques. Qui est pharmacien. Je ne voulais pas tout perturber. Je suis non, vraiment mais on est ravis. Moi, je croyais que tu arrivais à 4h. Je m'avais dit que tu arrivais à 4h. Mais je t'ai envoyé 30 messages. Ils m'ont bloqué, ils m'ont piraté. Comment tu vas? Très bien, très bien. Je suis vraiment désolé. Bonjour. On a fait un film ensemble, vous savez, je suis Lulu Berdu qui a examiné le contenu des vaccins au microscope, mais je ne veux pas vous déranger. Non, mais viens. Et comment vas-tu? Je suis vraiment désolé. Mais non, mais écoute, vous avez bien. Pardon. Viens. Oh, je suis vraiment désolé. Non, moi je peux me mettre tout ça. Bon, ça et très honoré à la fois quand même, je dois le dire. Écoutez, moi je suis ravie. Donc Jacques Bauer, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est français, il habite en Suisse et vous le savez, il est paru dans le film Hold Out de Pierre Barmarias et il a examiné, il a un laboratoire chez lui en Suisse et il a examiné donc la particularité par rapport à la contamination, c'est qu'il a un microscope à immunofluorescence et il a fait des colorations, donc des marquages de l'ADN et de l'ARN messager. Donc il a montré que non seulement il y avait de l'oxyde de graphène, mais également du matériel biologique, à savoir de l'ARN messager et de l'ADN. Et ça, c'est un premier résultat que personne n'a eu. Donc, et il a été aussi le premier à avoir trouvé la présence de candidats auris. Donc c'est très important parce que les moisissures sont... C'est surprenant. Oui. Et en plus, moi par exemple, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques au moment où j'étais malade, donc de l'azithromycine et après de la doxycycline. J'ai détruit ma flore intestinale, j'ai eu une multiplication de candidats albicans, ça a contaminé. Et après, ce qui est important, c'est qu'on a des problèmes d'otite. Et quand on peut prendre du pépin de pamplemousse, ça passe pas. Il faut prendre soit en intraveineuse, mais sur ordonnance du fluconazole. Et là, j'ai vu qu'on pouvait prendre de l'eau d'essence d'oranger. Si on boit une cuillère d'eau d'essence d'oranger dans 1 litre, on arrive, là j'en ai pris, on arrive à soigner et les infections pulmonaires et les otites.
C'est des petites choses comme ça, mais ça vaut la peine de le dire. En tout cas, ça ne se donne pas par voie. C'est très bien absorbé par Oral, par voie orale aussi. Mais si, on a trop. Parce que c'est Julien de Villéger qui m'a dit, essaye le flux. Non, on n'est pas là pour de cette période. Moi, j'avais posé la question par rapport au don du sang. Donc, quand une personne qui n'est pas vaccinée, qui doit recevoir justement une poche de sang, est-ce que ça a un impact le fait de la recevoir d'une personne qui est vaccinée? Ah ben oui, maintenant vous avez vu qu'ils créent des banques de sang où ils veulent que des non-vaccinés. J'ai entendu, voilà, mais après, est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est vrai C'est sûr que moi, je n'aimerais pas recevoir du sang. Moi non plus, mais c'est bien pour ça que je vous pose la question, parce que... Alors la réponse est claire et sans équivoque, je crois qu'on peut dire non. Oui, Alors c'est vrai qu'il y a des pays où les donneurs de sang sont rémunérés, ce n'est pas le cas de la France, je ne sais pas comment c'est au Luxembourg. Et c'est vrai que le prix du sang d'un non-vacciné coûte beaucoup plus cher que le prix du sang d'un vacciné, c'est la loi du marché. Mais c'est vrai que c'est un problème terrible dont on ne parle pas. Moi je sais par des infirmières que quelquefois des poches de sang mettent 1 heure à couler, quand même dure beaucoup plus longtemps que les poches habituelles. Et ça prouve bien qu'il y a un problème de coagulation, de fluidité qui est très fortement altérée. Parce que là, j'avais entendu des parents qui voulaient qui avaient une opération pour l'enfant et ils refusaient la poche de sang d'une personne vaccinée. Et malgré qu'ils avaient autour d'eux une vingtaine de personnes non vaccinées prêtes à donner, ça a été refusé, c'est passé au tribunal même. Mais tu peux faire des Il y a des gens, alors c'était bien avant le Covid, des gens qui ne voulaient pas être transfusés avec du sang à étranger ou d'autres personnes. Quand il n'y a pas d'urgence, on veut faire remplacer une hanche ou avoir une opération, qui pendant plusieurs mois, quelquefois 1 an avant, se faisaient prélever tous les mois, tous les 2 mois, une poche de leur propre sang, qui était stockée au congélateur et qui était sortie du jour de l'opération. Et ça, c'était autorisé? C'est sûr, en France, c'est autorisé, il y a des gens qui l'ont fait. Alors, bien sûr, c'est pas si vous avez un accident de voiture qu'on va vous transfuser dans l'urgence. Mais je sais que les gens essaient de le faire avec l'histoire Covid, mais il y a une telle opposition, un tel lavage de cerveau des médecins, des banques du sang. Je sais qu'on leur a mis les bâtons dans les roues. Oui, on appelle ça des autotransfusions. Oui, c'est autotransfusion, mais ça existe, l'autotransfusion. Oui, mais là, en tout cas, à cause, actuellement, ça ne l'autorise pas, quoi. C'est sur la table. Il y a rien qui devrait l'empêcher, mais on le dissuade, disons. Ouais. On dit aux gens que c'est pas possible, mais il n'y a aucun texte réglementaire pour dire que c'est impossible. J'aurais une question pour monsieur. Étant donné que vous avez analysé les pseudo-vaccins, vous avez, parce que j'ai vu le film, où vous montrez justement les formes qui sont, il y a des lignes droites, il y a des formes qui sont... Est-ce que vous avez maintenant vu le temps qui est passé, vous savez pourquoi? Bon, j'ai réalisé à ce jour, j'ai dépassé 1700 vidéos que j'ai fait du sang de plusieurs centaines de patients, que ce soit des patients vaccinés, non vaccinés, avec des comparaisons. Et effectivement, on a vu des structures qui sont sorties dans le DON et dans le DAO surtout, qui m'ont profondément marqué, choqué, impressionné, dans la mesure où j'avais presque l'impression de voir une ville souterraine se créer sous nos yeux, avec des droites, avec des choses qui sont... Bon, c'est probablement des nanoparticules lipidiques, mais ce qui m'a énormément étonné, c'est de voir cette rigueur géométrique, si je peux dire, qu'on a trouvée dedans, et dont on sait très bien qu'elle n'est pas naturelle, parce que la nature ne fait pas des... La nature est parfaite en elle-même, mais elle est de nature fractale, elle est de nature holographique, mais elle ne va pas créer des structures qui sont aussi anguleuses ou parfaites ou droites que ça. Et donc évidemment on s'est posé énormément de questions par rapport à ça. On a tenté bien évidemment de contacter les industries pour leur poser la question de savoir de quoi ils en retournaient. Évidemment les seules réponses qu'on a eues c'est envoyez-nous un email et on vous répondra. On n'a jamais eu de réponse. Pour moi, je suis de plus en plus convaincu, mais je n'engage que moi en disant ça, qu'on soit tout à fait clair. J'ai toujours suivi cette politique simplement d'essayer de décrire ce que je constate, sans tirer des conclusions hâtives. Mais ce que je pense de plus en plus au travers des différents tests qu'on a mis en place, c'est qu'il y a vraiment une influence, me semble-t-il, électromagnétique qui est très puissante. Et la deuxième réponse que je pourrais faire, c'est qu'au fond,
vous avez toutes ces structures que l'on découvre, hein, vaccin après vaccin, on en a analysé pas qu'un, bien évidemment, et on trouve des structures qui sont de géométrie parfaite, mais pas la géométrie des cristaux, par exemple, qu'on peut trouver. Vous pouvez trouver des cristaux d'acide oxalique, vous pouvez trouver des cristaux de différentes formes, mais ce qui était vraiment surprenant, c'est de voir tout d'un coup des structures format carte de crédit, des rectangles qui apparaissent, ou d'autres choses comme ça, dont même le moins informé d'entre nous ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles ne sont pas d'origine naturelle. On n'a jamais rien vu dans le sang de naturel de cette origine. Alors comme vous le savez, on a eu la chance d'avoir des gens comme la Quinta Colonna qui s'est intéressé à toutes les vidéos qu'on a faites et qui ont vu aussi ce que eux ont qualifié de points quantiques de graphène, ces espèces de points lumineux qu'on trouvait effectivement dans ces microscopies de fluorescence. Et il y a vraiment, j'allais presque dire, une faune souterraine. Il y a un monde qui est presque interlope, qu'on a trouvé à l'intérieur de ces vaccins, qui n'a rien de comparable d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pris la peine de comparer ça avec des vaccins précédents, parce que le but, vous l'avez compris depuis longtemps, et en entendant le professeur Perron, c'est qu'évidemment, on n'est pas dans une position soit vax, soit anti-vax. On cherche simplement à comprendre ce que l'on nous injecte. Et si vous-même, tous, autant que vous êtes ici, vous étiez dans un restaurant et que vous sert un plat avec des pâtes, avec des espèces d'araignées grouillantes dessus, ou je ne sais pas quoi, et on vous dit mangez, c'est bon pour vous, personne ne le prendra jamais. Et le grand danger, c'est qu'évidemment, ce qui est injecté, d'abord, ça vient d'une haute autorité, ça c'est le premier écueil. Et puis la deuxième chose, c'est que ça contient effectivement des choses que j'ai eu cet incroyable privilège d'être parmi les premiers à mettre en évidence. C'est pour ça que je me suis engagé, et comme vous le savez, je l'avais déjà dit dans l'émission de Jackie, je tiens à le dire et à le redire une fois, on l'a fait de manière totalement bénévole. C'est-à-dire qu'on n'a pas été financé par quiconque pour faire ces observations. J'ai passé des centaines d'heures, mais ça nous permet de garder, si vous voulez, la rigueur de ceux qui observent sans être influencés par des quelconques aspects financiers, si on peut dire. C'est exactement ce qu'a fait également le docteur Perron. Et je le respecte aussi énormément pour ça, entre autres, parce que ça nous a permis de garder, si vous voulez, une espèce de, je dirais, de transparence non influençable de ce qui était observé. Mais le contenu de ces vaccins est éminemment, on dirait en anglais, questionable, c'est tout à fait clair. Et il est vrai que nous disposions d'une formule qui nous permettait de contraster l'ADN et l'ARN. Et ça, c'était quelque chose de très important. On a pu aussi mettre en évidence, outre ces formes géométriques qui sont plus que surprenantes et qu'on a pu identifier comme étant, entre autres, nanolipidiques, mais je ne dis pas que, parce qu'il doit y avoir une composante métallique pour qu'on ait des sortes d'alignements qui augmentent avec le temps. Vous vous souviendrez peut-être en voyant les films qu'on s'est intéressé à regarder le contenu d'un vaccin sous le microscope à un temps zéro, et puis après 4 heures ou des choses comme ça. Donc on a vu que à chaque fois, la structure s'intensifie, ce qui était quelque chose. C'est comme l'adjuvant de. Quand vous avez analysé l'adjuvant de Johnson & Johnson, je crois que c'est. C'était AstraZeneca. Oui, AstraZeneca qui partait. C'était un feu d'artifice. C'est magnifique, c'est très beau. Et je compte bien, je vous l'annonce, créer une exposition à la fois sur Internet et dans des galeries d'art qui s'appellera Le sang dans tous ses états. Parce que, je dois le reconnaître, et je pense que le professeur Perron certainement abondera aussi dans ce sens, on a vu des choses qui sont magnifiques, qui n'ont rien à voir dans le sang, mais qui sont d'une beauté à la fois esthétique, enfin Picasso, il se retournerait dans sa tombe s'il voyait des choses pareilles. Donc c'est magnifique, et en même temps, c'est un potentiel de dangerosité qui nous montre très clairement, et ça je le dis haut et clair, que nous avons été manipulés. On ne peut pas, en aucun cas, se contenter d'accepter la soupe que l'on nous sert sans simplement pouvoir questionner son contenu. Et le fait qu'il y ait eu autant d'omerta, et je suis très heureux pour le docteur Perron maintenant, qu'il s'en soit sorti grandi, blanchi et grandi, comme il le méritait, bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a quand même des tentatives d'annihilation de la vérité qui sont faites à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle je crois que,
et c'est là que je me reconnais dans un des traits du professeur Perron, c'est simplement qu'au fond, à chacun à notre niveau, bien évidemment, j'ai aucune prétention à ce niveau-là, mais enfin, on s'est simplement contenté de montrer ce qui était vrai, ce qui était observable et ce qui l'était par tout le monde. Spécifique, mesurable, reproductible, qui sont les 3 critères de base de toute démarche scientifique digne de ce nom. Et c'est la raison pour laquelle, dans le DOM, j'ai dit, si quelqu'un doute, parce qu'il y a quand même un troll de service qui a dit que c'était des images de synthèse. Donc j'ai dit, tous ceux qui doutent, venez au laboratoire, les portes sont ouvertes. Et devinez combien de personnes sont venues? 0, exactement. Donc à partir de là, la balle elle change de corde. Mais pour en revenir à votre question sur le contenu des vaccins, nous n'arrêtons pas de les étudier. Et je dois vous avouer que depuis 15 jours, on a découvert une nouvelle forme d'un champignon que je ne peux pas dénommer maintenant avant que le séquençage ADN ait été fait, mais c'est un champignon qu'on trouve maintenant de plus en plus chez les vaccinés, qui est beaucoup plus gros que le Candida auris, on dirait presque un masque, comme dans Scream, si vous voulez, c'est très impressionnant quand on voit ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte, et là je vais juste conclure par ça, que je ne vais pas dire mon inquiétude, mais ma préoccupation, très clairement, est que plus le temps passe, et plus les centaines d'observations qu'on fait, parce qu'on fait jusqu'à 4 vidéos par patient, donc c'est vraiment très très poussé, et plus je me rends compte que les sangs des vaccinés et des non-vaccinés ont tendance à devenir identiques. Et ça me pose un problème absolument énorme. Et j'en ai beaucoup parlé avec Anne-Marie dans nos dernières interviews et émissions qu'on a fait, et en privé aussi bien sûr. C'est ce fameux phénomène de shedding. On en parlait tout à l'heure. Je suis désolé d'avoir manqué ça, mais je vous le confirme. Et on voit cette espèce d'unicité qui se produit. Donc c'est pour ça qu'on travaille énormément sur des recherches et des solutions qui permettraient peut-être d'éviter ça. Et alors une autre chose, en relation avec le professeur Perron, qui m'a profondément surpris, c'est que de plus en plus, nous observons dans le sang de toutes les personnes que l'on observe, si vous voulez, qu'elles soient vaccinées ou pas, énormément de précurseurs de la maladie de Lyme, c'est-à-dire les borélies. On en voit des, j'allais dire, des flopées. Et il y a tout un protocole qui a été mis en place à ce sujet pour éviter simplement qu'on arrive à un point de bascule où la présence massive de ces borélies peut générer la boréliose ou la maladie de Lyme. Bon, vous savez que on a le grand spécialiste de Lyme. Le spécialiste européen de ça. Et je dois avouer que c'est un sujet sur lequel je me réjouis de m'entretenir avec lui, parce qu'on a eu des résultats très surprenants à ce niveau-là, en trouvant une méthodologie que je ne veux pas décrire ici, mais qui a été utilisée au laboratoire et qui a vraiment permis d'y mettre un terme, mais observation à l'appui dans beaucoup de cas, mais pour lesquels, bon, j'en parlerai plus tard parce que ce n'est pas vraiment la notion du vaccin. En tout cas, c'était l'une des raisons pour lesquelles je me réjouis infiniment de rencontrer le professeur Perron, parce qu'on a fait des observations sur plusieurs centaines de patients qui nous donnent à penser qu'il y a peut-être une méthodologie, mais qui utilise des gradients de température, des gradients d'électricité, d'oxygène, différents types d'ondes, mais qui nous ont permis d'arriver à certaines fins dont je me réjouis de partager le résultat avec lui. Donc, en conclusion, ces vaccins contiennent des objets qu'on n'a pas encore pu clairement définir jusqu'à maintenant. En tout cas, je me refuse de le faire. Je souhaite les montrer pour que chacun puisse se faire une opinion là-dessus. Mais il y a une chose de claire, c'est que tout ce qui se trouve là-dedans n'est pas déclaré. Et à partir du moment où ce n'est pas déclaré, vous avez un cadeau, vous avez un emballage, ça fait tic-tac à l'intérieur. Et je ne peux que, en tant que scientifique, mais surtout en tant qu'humain, recommander la plus grande prudence à cet égard. Moi, je voudrais mais comment on peut faire pour se protéger? Par exemple, avec les vaccinés qui nous contaminent, pour pas qu'on... Alors, si j'ose donner juste un mot à ce sujet, il y a trois... Non, je vais juste vous dire une chose, mais sans rentrer dans les détails, parce que, évidemment, ça sortirait du cadre d'ici, mais je resterai à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Mais au fond, et là, c'est quelque chose de nouveau que je dis, et je me réjouis d'avoir, évidemment, l'avis du docteur Perron, mais si vous voulez, il y a 3 niveaux
sur lesquels on peut agir et interagir dans le monde. Vous pouvez interagir au niveau de l'information, au niveau de l'énergie et au niveau de la matière. Je vais vous donner un exemple tout simple qui vous permet vraiment de visualiser les choses. Si vous avez tous une télécommande avec une clé de voiture, que vous voulez ouvrir votre portière à 20 mètres de là, la première chose que vous faites, c'est que vous pressez sur le bouton. Donc, action sur la matière. Le bouton va déclencher une batterie, donc action sur l'énergie. Et la batterie va faire en sorte qu'une fréquence avec un message porteur soit envoyée jusqu'à la portière de la voiture, donc action sur l'information. Et de l'autre côté, c'est exactement le contraire qui va se passer. L'information va permettre d'activer la batterie, donc de nouveau action sur l'énergie, qui elle-même va lever le loquet de la porte, donc action sur la matière. Une observation que j'ai faite et que j'ai partagée dans le dernier interview de Jackie à TVADP, c'était que, au fond, il me semblait, je dis bien il me semblait, que la médecine classique s'occupe beaucoup de la matière en laissant de côté la notion d'énergie et d'information. Et les recherches qu'on a conduites, et que je me réjouis évidemment éminemment de partager avec le docteur Perron, nous ont permis de trouver des ébauches de solutions très solides, mais qui sont basées sur l'information et l'énergie. Et on est obligé de lâcher le terme qui est malheureusement galvaudé de nos jours, qui est la notion de quantique, c'est-à-dire de voir comment les particules se comportent à un niveau énergétique, pas à un niveau énergétique, mais si vous voulez, au niveau subatomique. Et force est de constater qu'on a fait des tests extrêmement édifiants qui complètent ce qui est recommandé partout sur Internet, c'est-à-dire l'utilisation du glutathion, l'utilisation du zinc, et toutes ces choses-là, qui sont tout à fait correctes, mais qui restent, une fois encore, au niveau de la matière. Et je pense que le combat que nous menons aujourd'hui nous amène à comprendre que les enjeux ne se situent pas seulement au niveau de la matière, et que nous sommes vraiment obligés d'aller à un niveau supérieur. Et je voudrais rappeler à cet égard que la physique quantique, au fond, on peut, d'une certaine manière, la considérer comme le lien entre la matière et la spiritualité. Et je pense que ces aspects-là, particulièrement aujourd'hui, ne devraient pas, absolument ne devraient pas être négligés. Moi je suis tout à fait d'accord, parce que ça fait déjà longtemps, presque une vingtaine d'années, que des malades de Lyme chronique qui ne s'en sortaient pas avec les antibiotiques, tout un tas de traitements. Le mec me dit, ah tiens, j'ai acheté une machine en Allemagne, aux États-Unis, en France, des machines à micro-courant. Et avec ça, j'ai guéri, je suis beaucoup mieux. Et quand il rechute, il refait un petit coup de machine. Au début, je les prenais pour des zinzins. Et puis après, finalement, on avait avec un ami fait un petit formulaire de recueil de données sur une machine. Et 80% des gens étaient contents après plusieurs semaines d'utilisation. Donc moi, j'avais voulu monter une étude randomisée avec le fabricant. Donc on aurait mis avec des gens qui s'entendent une vraie machine, la même qui aurait fait le petit blip et la petite lumière rouge, mais sans courant. Pour sur quelques semaines, voir si ça marchait, puis après, puis si ça avait marché, on aurait pu donner la vraie machine à ceux qui ne l'avaient pas eu. Et là, j'ai une campagne d'insultes contre moi, y compris par un journaliste de vulgarisation scientifique qui a dit que j'étais tombé dans le charlatanisme. Et j'ai laissé tomber parce que j'avais déjà tellement d'attaques, je me suis dit, si je me mets encore les machines sur le dos, ça va être... Mais moi j'y crois, j'ai vu des malades guérir avec ça. Après, peut-être que toutes les machines ne sont pas équivalentes, ça marche pas pour tout le monde. Et ce qui m'agace, c'est que les détracteurs ne prennent jamais une démarche scientifique. Ça coûtait presque rien, le fabricant était d'accord pour fournir les machines, faire une étude chez des volontaires pendant quelques semaines. Et surtout, il ne fallait pas faire d'études et traiter trop de charlatans. Parce que tout doit être, comme c'est Big Pharma qui a pris la main sur la médecine, tout doit être chimique, avec des produits chers et brevetés, alors les vieux produits qui coûtent rien, on les met à la poubelle, on ne les fabrique plus, ils sont en pénurie permanente. Et ça, c'est... Il faut refaire une médecine beaucoup plus générale, où il n'y a pas un seul facteur dans les maladies. Je crois qu'il va falloir qu'on décolle juste le mot de la fin, parce que la conférence est arrivée à 7h, il faudrait qu'on décolle. Donc, c'était vraiment intéressant. Je veux remercier d'abord, c'est pour ça que j'ai invité donc Jacques, parce qu'on a été en contact, c'est pour ça qu'on... Je me réjouissais tellement. On est comme à Noël. Entre charlatans, je ne m'appelle pas Charles, mais j'attends quand même.
mais bon. Et puis aussi, vous ne le voyez pas, mais ici il y a Alain Escada, le président de Civitas, donc, qui est catholique, vous pouvez le montrer. Voilà. Et donc, on est en train de monter quelque chose d'extraordinaire là sur le Luxembourg, et j'espère que voilà, le but c'est de demander l'analyse de la composition du vaccin. C'est ce que je vous appelle à faire. Faites une pétition, demandons l'analyse de la. D'autant plus que le Luxembourg s'est doté d'un microscope électronique qui coûte des milliards, qui vient du Japon, et qu'on pourra avoir des images électroniques. Donc que le peuple luxembourgeois demande au gouvernement luxembourgeois et à la ministre de la Santé, Madame Lennert, si vous nous écoutez, Madame Lennert, analysez s'il vous plaît le contenu du vaccin. Parce que nous, on a fait des recherches indépendantes qui ont besoin d'être confirmées par des analyses gouvernementales pour pouvoir prendre des actions. Et autre chose, je voulais vous dire qu'il y a l'oxyde de fer a été confirmé. Il y a des analyses chimiques qui ont été faites, de chimie analytique, et la présence d'oxyde de fer a été également confirmée, comme l'avait décrit dans son article d'ailleurs Amar Gucci, qui est parenthèse en train de lancer une pétition, la pétition 2834, je crois, ou 2384, je ne sais plus. Ouais, on en parle demain avec Jackie Cassou qui est là. Et donc, signez-la s'il vous plaît, parce qu'on demande qu'une enquête soit ouverte, une commission d'enquête soit ouverte pendant ces 2 ans de la crise sanitaire. Nous voulons, tout le monde n'est pas victime. Alors, tout le monde n'est pas victime, il y a des responsables, nous voulons des justiciables et des responsables, et je salue le travail de Patrick Jolan, qui est à l'hôpital avec une opération de hanche, qui aurait dû être avec nous ce soir, et qui n'a pas pu venir, et c'est vraiment très dommage. Et il regrette, il a dit je suis triste de ne pas être avec vous, je suis triste de ne pas être avec vous, je dois m'opérer la hanche. Et donc qui lui a montré que la théorie de fuite du laboratoire a été retenue par le sénateur Anton Burg de la Caroline du Nord, là où il y a des recherches de gain de fonction menées par la DARPA et Ralph Baric. Et donc, tout ça, chacun à notre niveau, nous faisons bouger l'échiquier, et tous nous sommes acteurs, et moi je suis ravie d'avoir des personnalités aussi brillantes, aussi intègres, qui présentent une intégrité scientifique et qui sont en quête de vérité. Et pour être éveillé, comme le disait Philippe Guillemin, pour être éveillé, il faut avoir la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut évidemment passer par des cerveaux, des cerveaux qui sont experts dans leur domaine, le Lyme, qui sont experts également dans les observations de l'oxyde de graphène, etc. Et allier le spirituel. Le spirituel a une place dans cette lutte, et je voudrais vraiment insister. J'espère que ce soir, je vais arriver à dire ce que je vais dire sans être censurée. Voilà. Tu me permets de dire qu'en ce moment, Anne-Marie, ici présente, Patrick Jolan, qu'on vient d'évoquer, moi-même, nous travaillons sur un livre sur les lois américaines. Montre l'affiche. Elle est derrière. Alors, je voudrais juste dire une toute petite chose pendant qu'ils cherchent le document, et souligner, d'abord remercier évidemment le travail phénoménal qu'Anne-Marie fait de manière aussi totalement désintéressée depuis aussi longtemps. C'est vraiment pas facile, et je peux vous dire qu'elle subit de nombreuses foudres, elle aussi. Mais ce que je voulais dire de très important, ça se résume dans une phrase qui pour moi est plus explicite que quoi que ce soit d'autre, et qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et nous, on vous remercie tous, justement. Oui. Parce que ce que vous faites avec le professeur Perron, et n'oublions pas, professeur Montagnier, parce que paix à son âme. Ce que je veux dire, c'est que il est venu avec le professeur Perron, avec Alexandra Lagnanière, il est venu, on va dire quelques semaines avant son décès, et ce que je veux dire, le Luxembourg doit remercier justement ces personnes-là, parce que c'est phénoménal. Oui, c'est pour ça que nous faisons cette conférence le 18. J'aurais dû le faire le 12, mais c'était le 3e mercredi, et donc on est tombé sur le 18. Et c'est un peu dans la continuité de ce débat-là, qui a été un débat historique et qui a changé vraiment le cours de l'histoire, on peut le dire. Et j'espère qu'on va continuer à le changer, le cours de l'histoire. Voilà, avec des... Nous sommes la résistance, nous sommes les gardiens de l'humanité, et nous nous battrons jusqu'au bout. C'est une lutte à mort, comme l'a dit Alain Escada, et nous vaincrons. Voilà. Et la qualité simplement qu'il faut avoir à ce sujet,
je ne sais pas si le professeur Perron sera d'accord avec moi ou pas, mais je dirais il y a deux termes qui déterminent vraiment la ligne qu'on a tenue jusqu'à maintenant, c'est de conserver une détermination désintéressée. Oui. Rester droit dans ses bottes. Il y avait une petite dame, quand on était soutenir le professeur Perron à Nancy, on avait fait une vidéo, on lui avait envoyé les capsules, elle disait « Oh professeur Perron », elle disait comme ça, « S'il vous plaît, en même temps, restez droit dans vos bottes ». Donc moi je crois que ça rejoint exactement ce que disait Jacques Pauwart, c'est on veut des gens qui soient dans la lumière, totalement dans la lumière, pas un coup dans l'ombre, dans la lumière, dans l'ombre, intégrité, une intégrité financière, sans conflit d'intérêt, une intégrité scientifique avec une totale liberté de parole, et puis déterminée à aller jusqu'au bout et à sauver l'humanité. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci.